Voilà. Super. Ok. Alors, présenter. Voilà. Bien. Donc j'ai décidé de vous parler de synthèse de champ de vecteurs. Donc déjà je me présente, je sais pas, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire avant. Donc je m'appelle Baptiste, je suis en L3 et je fais un stage avec Monsieur Curjoli. Et donc voilà, j'ai décidé de vous parler de synthèse de champ de vecteurs parce que pour moi c'est vraiment le genre d'application qui illustre parfaitement toutes les notions de la géométrie différentielle discrète, parce qu'en fait on va voir que c'est une réflexion qui est avant tout mathématique, et quand on arrive à le transmettre dans un algorithme, ça fait des trucs hyper élégants et super simples à coder. Donc j'ai essayé de faire un truc qui soit, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de monde, mais du coup j'ai essayé de faire un truc qui soit un peu friendly pour les gens qui manipulent pas trop ce genre d'objet à question. Donc déjà, la synthèse de champ vecteur, ça a des applications. Il y a une application directe, c'est quand on veut générer des poils, d'accord, sur un maillage. C'est-à-dire que vous avez deux solutions. Imaginez que vous êtes à Pixar et du coup, vous dites à un artiste, bah, il va falloir faire un truc comme ça. Et du coup, vous avez deux solutions. Soit vous lui dites, bah, tu vas peindre les poils un par un, et il y a une vague de suicide. Ou alors, l'artiste, il est capable de dire, bon, bah, ici, je sais que je vais mettre un poil à peu près comme ça, ici à peu près comme ça. Ensuite, trouver des algos pour être capable de générer le reste du champ de vecteur de manière à ce que ce soit cohérent, d'accord. Et donc ici, le mot qui est important, c'est cohérent, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire cohérent pour un champ de vecteur? Ben, on veut par exemple que si on regarde d'une face à l'autre sur notre maillage, on veut que les vecteurs, donc les poils soient assez aillent à peu près dans la même direction. On veut pas qu'il y en ait un comme ça et un comme ça. Donc déjà, on sent qu'il y a une notion de continuité. On sent aussi que si le champ de vecteur était amené à changer de direction, on voudrait que ça se fasse doucement. Donc il y a aussi une notion de dérivabilité. Donc en fait, on voit qu'on est très vite amené à adopter un vocabulaire de calcul différentiel pour ce genre de questions. D'accord. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement être capable de transporter des notions de calcul différentiel qu'on a pu définir dans RN sur des surfaces courbes. Donc, je vais vous parler surtout de deux articles, donc la vectoric méthode et des connexions triviales sur des surfaces discrètes par Keenan Crane principalement. Enfin, j'en sais rien si c'est principalement, mais c'est grâce à lui que je le connais. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chercheur du domaine, du coup, que moi j'apprécie beaucoup parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dedans, parce qu'il fait des cours qui sont disponibles sur Internet et ils sont hyper clairs. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder son travail. Et j'espère que vous savourez autant que moi l'ironie de se servir des travaux de ce chercheur pour générer des cheveux. Donc, on va faire quelques rappels quelques rappels ou non de géométrie différentielle. Donc tout d'abord, il faut comprendre à quel type de jeu on s'intéresse. Nous, on sait qu'on va manipuler surtout peut-être des triangles dans l'espace, etc. Mais l'intuition mathématique de l'objet qu'il y a derrière, c'est la notion de variété. Et donc, il faut vraiment voir ça comme étant la généralisation à plusieurs dimensions d'une courbe dérivable. Ce qui caractérise une courbe dérivable, c'est le fait qu'on puisse l'approximer partout par une tangente. D'accord. Donc localement, que si on zoome, on arrive à un truc qui soit à peu près plat. Et ben, c'est l'intuition qu'on va avoir sur les variétés, c'est-à-dire qu'on veut être capable de zoomer très très proche d'un endroit et qu'on a l'impression que ce soit plat. S'il y a des platistes encore aujourd'hui, c'est parce qu'on est sur une sphère et que du coup, effectivement, nous, à notre échelle par rapport à la sphère, on est ça ressemble à un truc plat. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit lisse? C'est simplement pour pouvoir faire des calculs. Par exemple, on a dit qu'on voulait apporter le calcul différentiel sur les surfaces courbes. Et ben, la différentielle d'une fonction, c'est quand on est à un point, c'est être capable de mesurer la variation de la fonction quand on va aller dans une certaine direction. Je vais être capable de me dire, si je regarde ma fonction qui va être sur ce point-là de la sphère, comment est-ce que cette fonction va varier si je vais dans telle ou telle direction. Mais donc, du coup, on voit bien qu'on a besoin d'une notion de direction et que c'est aussi simple de comprendre ce que c'est qu'une variété parce que ça n'est pas. Et donc, on voit que, par exemple, sur cet exemple-là qui dénote pas une variété, pourquoi? Simplement parce que si on essaye de zoomer autant qu'on veut sur ce point-là, sur ce point de pincement, ben on voit qu'on ne pourra jamais avoir un plan et donc on ne pourra jamais définir vraiment de manière rigoureuse une notion de direction, etc. Et donc, il faut juste se dire qu'on s'intéresse à des trucs qui soient localement plats pour pouvoir faire des calculs. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est donnée par Cédric Villani dans son cours de transport optimal sur YouTube et qui est vachement intéressante. Il parle d'un bouquin qui parle d'une théorie. Donc, il commence par la géométrie différentielle et en gros, il dit dans ce bouquin, il y a deux parties. Il y a une partie qui parle d'un objet quand cet objet est lisse et la deuxième partie, c'est quand il parle de cet objet quand l'objet n'est pas lisse. Et en fait, il dit il y a une des deux parties du bouquin qui a beaucoup plus d'erreurs que les autres, enfin, qui a beaucoup plus d'erreurs que l'autre.
Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'errata, c'est-à-dire que les auteurs sont revenus plusieurs fois sur cette partie du bouquin pour dire pardon, là on s'était trompé ici, ici, ici et là. Et en fait, c'est la partie qui est lisse parce que quand c'est lisse, on peut faire des calculs, sauf que c'est quand on fait des calculs qu'on se trompe, alors que quand on parle de l'objet qui n'est pas lisse, ben, on peut juste réfléchir sur des propriétés et on est bien meilleur pour réfléchir sur des propriétés que quand on fait des calculs. Donc voilà, c'est juste une anecdote pour montrer que quand on a besoin de la notion de, que ce soit lisse pour pouvoir faire des calculs. Donc, on a dit, donc la notion dont on va avoir besoin aujourd'hui, c'est la notion d'espace tangent, c'est-à-dire on veut qu'en chaque point de notre surface, on soit capable de l'approximer par quelque chose qui soit plutôt plat. D'accord. Enfin, donc, par plat, j'entends, ça va être une copie de R2. D'accord. Donc, pour notre surface à 3 dimensions. Donc, l'intérêt pour nous, c'est qu'on va pouvoir être capable de définir nos champs de vecteurs dessus. On va dire, en chaque point de l'espace, je vais faire vivre un vecteur qui sera dans cet espace tangent-là. Et donc, certes, nous, on va ensuite représenter ces vecteurs comme des vecteurs de R3, mais il faut vraiment se dire que c'est des vecteurs qui vivent en fait dans des copies de R2 sur notre surface de R3, et donc fondamentalement c'est ça qui va nous poser nos problèmes et qui va apporter des propriétés intéressantes, c'est que ils ne vivent pas, si vous avez un vecteur de R2 qui vit ici et un vecteur qui vit là, bah, comme ils ne vivent pas dans le même plan tangent, c'est littéralement pas les mêmes espaces. D'accord. Donc ça voudrait dire que prendre un produit scalaire entre un vecteur qui vivrait là et un vecteur qui vivrait là, ça n'a pas de sens a priori. D'accord. Parce qu'ils ne vivent pas dans les mêmes espaces, on ne peut pas les soustraire, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, c'est que c'est quelque chose qui est intrinsèque, et donc que ça dépend de la position sur la variété. Donc, je vous ai parlé d'opérateurs différentiels, et un opérateur dont nous, on va avoir besoin ici, c'est le Laplacien. L'intuition qu'il faut avoir par rapport au Laplacien, c'est que ça mesure l'écart d'une fonction en un point par rapport à son voisinage. Ça va être capable de nous dire à quel point est-ce qu'en moyenne, nos voisins ils sont plus gros, ils ont une valeur de la fonction plus élevée ou plus basse que nous. Donc c'est la généralisation de la dérivée seconde. Et donc si on regarde, donc ça c'est la définition exacte de la dérivée seconde quand h tend vers 0, mais comme nous on veut discrétiser, on va juste prendre h petit. Et on voit que quand on réarrange les termes, on voit qu'en fait la dérivée seconde, enfin que le Laplacien, il est proportionnel à la somme des écarts aux voisins. D'accord. Donc ça encapsule bien cette idée de se comparer à son voisinage. Et donc ça va être la propriété qu'on va vouloir conserver quand on va discrétiser cet opérateur. Donc pour le faire, il y a plein de manières de le faire, d'accord. Il y a si on veut juste garder cette notion de se comparer à son voisinage, bah, donc là, toutes ces définitions sont un facteur multiplicatif près, mais en gros, c'est simplement de se dire, je vais regarder la valeur de ma fonction, imaginons que je veux calculer le Laplacien de ma fonction ici, bah, je vais juste regarder quelle est la valeur de mes voisins dans le sens topologique, d'accord. Juste par la structure de mon maillage, je sais que mes voisins, c'est ceux-là, et du coup, je vais juste faire la somme de la valeur que j'ai ici à la valeur qu'ils ont eux, et voilà. Mais bon, donc du coup, on sent que c'est quelque chose qui est uniquement topologique et qu'on ne va pas pouvoir capturer énormément de complexité parce qu'on ne s'intéresse pas à la géométrie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu d'autres discrétisations. Par exemple, pour les maillages triangulaires, c'est une discrétisation qui est très utilisée, c'est la Laplacien cotangente. Il y a Pierre qui vous en avait parlé dans la première JDL à laquelle j'ai assisté. C'est-à-dire qu'au lieu de donner la même importance à tous nos voisins, on va coefficienter chacun des écarts par ce terme-là, qui est donc la somme des cotangentes des angles. C'est-à-dire que si notre point il est là, que le voisin il est ici, on va s'intéresser à la cotangente des angles des coins opposés, d'accord. Et donc l'intuition qu'il faut avoir, c'est que la cotangente, quand l'angle est petit, cotangente en 0, ça tend vers plus l'infini. Donc en fait, ça veut dire que on va donner plus d'importance aux voisins qui sont plus proches de nous dans l'espace que les autres. Enfin, plus proches dans l'espace, l'intérêt de passer par les angles, c'est que c'est invariant par translation, alors que si on prenait juste, par exemple, l'inverse de la distance, on aurait un truc qui ne serait pas invariant par dilatation, par exemple. Alors que là, comme on prend juste les cotangentes des angles, et ça a toutes les bonnes propriétés qu'on veut, et en plus, on incorpore des notions de géométrie. Donc ça, c'est très bien, et ça marche très bien pour les maillages triangulaires. Et ensuite, si on se pose la question des maillages polygonaux, c'est justement, moi, c'était l'objet du papier sur lequel j'ai bossé pendant mon stage, c'était d'implémenter des opérateurs différentiels discrets qui étaient définis, enfin qui généralisaient ce qu'on avait surtout sur des maillages triangulaires, sur des maillages polygonaux en général, et ils font ça de manière très élégante, et donc je vous encourage à aller voir le papier, et parce qu'en gros, l'idée qu'il faut avoir, c'est que la principale difficulté quand on veut s'intéresser à des maillages polygonaux, c'est que en fonction de la forme de la face, on peut avoir des trucs qui sont plus planaires, qui n'ont plus toutes les bonnes propriétés qu'on a avec les triangles, et donc ça pose d'autres questions. Mais donc voilà. Et donc, nous, on a dit, si on voulait utiliser le Laplacien pour des fonctions vectorielles, le souci, c'est que si on regarde toutes ces définitions-là, en fait, c'est prendre des écarts de fonctions. Ici, là, notre fonction, jusqu'à présent, elles étaient scalaires, mais si nous, on veut des fonctions vectorielles, comme on a dit qu'ils vivaient plus sur le même espace, qu'un vecteur entre là où je suis et mon voisin ne vit pas dans le même espace que moi, donc en fait, ça, c'est pas défini pour des fonctions vectorielles intrinsèques. D'accord. Donc, justement, on a besoin
ce qu'on aimerait faire, c'est être capable de dire comment est-ce que je peux me débrouiller pour finalement réussir à quand même comparer ces deux vecteurs, même s'ils ne vivent pas dans le même espace, comment est-ce que je peux faire pour les comparer? Bah, ça, en fait, ça introduit la notion de connexion, en fait, parce qu'on aimerait être capable de prendre un vecteur qui vit dans un espace, en prendre un autre et simplement de connecter son espace tangent au mien en le faisant par exemple en trouvant un moyen de le déplacer de son espace tangent au mien et ensuite d'être capable de les comparer. D'accord? Donc c'est la notion de connexion qui va intervenir surtout après, mais en gros il faut juste se dire que la manière dont on le discrétise, c'est imaginer qu'on s'intéresse à des connexions, enfin à des connexions sur des mailles triangulaires, bah, on a, et que nos champs de vecteurs sont définis sur la face, on dit que l'espace tangent c'est la face de mon triangle, et bah, si j'ai mon vecteur qui vit dans ces deux espaces tangents, en fait l'action principale c'est simplement de trouver la rotation de telle sorte qu'on aligne les espaces tangents, comme ça ils vont être plus ou moins dans le même espace, en fait ils vont être, ça fait sens en fait. Si chacun vivait dans deux espaces parallèles dans deux espaces différents, et ce qui les rendait compliqués, c'est que c'était pas exactement le même, c'était pas le même plan en fait. Et bah, du coup, si on trouve la plus petite rotation qu'il y a entre les deux plans, et bah, ça va naturellement, ça incorpore bien l'idée qu'on veut qu'on veut les ramener dans le même espace pour pouvoir ensuite les comparer. D'accord? Donc ça, ensuite, là, la partie translation, elle est uniquement mentale, parce qu'en réalité, quand on déplace quand on tourne notre vecteur d'un espace tangent à l'autre, bah, ça suffit en fait. Et on a toujours un petit degré de rotation à la fin, parce qu'une fois qu'on est arrivé dans le nouvel espace, bah, pourquoi pas encore tourner dans cet espace-là. D'accord? Donc ça, c'est un degré de liberté qui est important et dont on servira après. Et donc ensuite, une autre notion qui est importante, c'est le transport parallèle. Le transport parallèle, c'est juste déplacer notre vecteur le long d'une courbe en suivant localement à chaque fois la connexion qu'on utilise. D'accord? Et en particulier, il y a la connexion Levi-Civita, qui est la connexion la plus naturelle qui soit, parce qu'en fait, visuellement, c'est celle qui va le moins bouger les vecteurs quand on les transporte. Et ça a aussi, par exemple, des bonnes propriétés géométriques. Si on a deux vecteurs qui vivent sur ce point-là et qu'on les transporte le long de la courbe par la connexion de Levi-Civita, et ben, l'angle entre les vecteurs est préservé, alors que ce ne serait pas le cas forcément pour n'importe quelle connexion. Voilà, donc par contre, il y a vraiment quelque chose qui est hyper important à remarquer, parce que c'est ça qui rend vraiment la question intéressante, c'est qu'à la différence des nombres, quand on déplace des vecteurs sur une surface, ça va les impacter de manière intrinsèque. C'est-à-dire que, imaginons qu'on parte de ce point-là avec le vecteur bleu. Bah, il y a deux chemins possibles pour aller de A à A. Soit je ne bouge pas, c'est-à-dire que j'aurai bien ce vecteur-là, ou alors je lui fais faire un petit tour, et je vois que si je voulais juste le déplacer de telle sorte à le bouger le moins possible, donc par la connexion de Levi-Civita, on voit bien que malgré tout, après être revenu à mon point de départ, et ben, j'ai plus le même vecteur qu'au début. D'accord? Donc, c'est ça fondamentalement qui est différent par rapport, entre les nombres et les vecteurs, c'est que quand on veut connecter nos espaces tangents, on va fondamentalement affecter nos vecteurs. Et donc, maintenant, on a les outils nécessaires pour définir un Laplacian de connexion, c'est que c'est quelque chose qui va faire la même chose qu'un Laplacian classique, mais c'est juste qu'avant de comparer nos vecteurs, on va simplement les ramener tous dans le même espace pour être capable de les comparer, pour que la comparaison ait un sens. Donc, il faut voir que dans la discrétisation, la différence entre un opérateur classique et la version connexion, elle est vraiment très visible. D'accord? C'est-à-dire que si ça, alors ça c'est extrait du papier de Fernando de Goes, et en fait on voit que ça c'est la définition d'un gradient par face. On voit qu'en gros on s'en fiche du détail, mais en gros c'est juste une somme coefficientée des gradients. Et bien en fait on voit que la version connexion c'est à peu près la même chose, mais c'est juste que avant de prendre ma fonction, je vais utiliser cette matrice là qui est la matrice de rotation justement, c'est-à-dire dont on a parlé avant, et qui fait la connexion entre les différents espaces tangents. Donc c'est à peu près la même définition, mais c'est juste que avant d'appliquer le reste de ma discrétisation, bah, je ramène dans le même espace, parce que comme ça c'est bien défini. D'accord? Donc voilà, là, on a pu définir un Laplacian de connexion, et c'est ça qui va nous servir tout de suite. Donc, le premier algorithme dont j'ai envie de vous parler, c'est la vectoric méthode. D'accord? Donc le but, on l'a dit, c'est de générer un champ de vecteurs à partir de vecteurs de base. D'accord? C'est-à-dire, l'artiste, il peut venir, il peut poser des champs de vecteurs, des vecteurs sur notre surface, là où on sait que, par exemple, ça va pointer dans certaines directions, et ensuite, on va pouvoir appliquer cette méthode pour générer le reste. Donc, si je regarde... Alors, oui. À mon avis, avec l'enregistrement, ça va un peu ramer. Voilà. Donc, en gros, on a notre lapin. On dit, on veut être capable donc d'ajouter
certains vecteurs sur notre maillage. Par exemple, ici, on voit que j'en ajoute un, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, donc j'en impose 2. Je dis, je veux que mon champ de vecteur il passe par ces points-là et que quand il passe par ces points-là, les vecteurs ils valent ça. Je peux en ajouter encore une autre. Et quand j'applique l'algorithme, on va en parler juste après de ce qu'il fait, et bah, déjà on voit que ça nous donne bien exactement le type de comportement auquel on s'attendait, c'est-à-dire qu'on a bien autour du vecteur ici, on a tous des vecteurs qui pointent à peu près dans la même direction, et pareil ici aussi. D'accord. Je ne sais pas si on avait un autre, voilà, pareil. Donc on voit que ça marche très bien. Okay, donc maintenant, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc l'idée, en fait, c'est de diffuser les vecteurs avec l'équation de la chaleur. C'est-à-dire qu'on va partir de nos vecteurs qu'on a imposés sur notre maillage et on va dire, je vais les diffuser par l'équation de la chaleur et le résultat qu'on aura, c'est en fait une interpolation lisse de ce qu'on aurait obtenu en transportant parallèlement chacun des vecteurs sur notre surface. D'accord. On voit que, si on regarde le résultat, les vecteurs qui sont en gros ici, on voit qu'ils sont à peu près à mi-chemin entre le vecteur qui pointait dans cette direction et celui qui pointait là. D'accord. Et donc, en fait, on se sert de l'équation de la chaleur. Et donc, c'est ça le processus qui nous permet de diffuser entre guillemets nos vecteurs, c'est-à-dire que l'équation de la chaleur, on s'en sert quand on veut modéliser des phénomènes qui fondamentalement fonctionnent par moyenne locale. Imaginez que vous ayez une petite particule d'eau froide au milieu de particules d'eau chaude. En gros, comme vous savez que vos voisins sont plus chauds que vous, votre température va augmenter, alors que vos voisins, vu qu'ils ont parmi leurs voisins un truc plus froid qu'eux, eux, leur température va diminuer. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça l'équation de la chaleur, c'est parce que cette équation a bien le comportement qu'on s'attendrait de l'évolution de la chaleur. D'accord. Donc, passer par cette équation-là, c'est quelque chose qui, donc c'est déjà une équation qui est très connue, qui est vachement simple. C'est très utile pour les preuves. En fait, dans le papier, on voit qu'il y a beaucoup de propriétés de l'équation de la chaleur dont on peut se servir. C'est très stable numériquement, d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, contrairement à l'équation des ondes, quand on simule une onde, en fait, le problème, c'est que toutes les périodes, on veut que notre onde se répète. Donc, on veut on veut qu'il y ait une conservation parfaite de l'amplitude, par exemple, de notre onde dans le temps. Alors que, et donc ça, c'est compliqué à conserver numériquement, alors que pour l'équation de la chaleur, juste on diffuse, il y a beaucoup moins de chances que ça explose, etc. Surtout qu'au final, quand on se sert d'un truc, donc c'est un step de l'air implicite pour ceux à qui ça dit quelque chose, mais en fait, quand on dit diffuser, ça revient juste à résoudre un système linéaire. Et l'intuition qu'il faut avoir, c'est que si B, c'est notre répartition de la chaleur à un instant T, si X est solution de ce système linéaire-là, X, ça va être la répartition de la chaleur à un instant T plus dt. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire qu'on va partir de nos champs de vecteurs et on va les diffuser entre guillemets. On ne voit pas trop ce que ça veut dire diffuser, mais du coup, si on se rapproche juste de l'intuition qu'on avait du Laplacien, donc on a dit, localement, ce que fait l'équation de la chaleur, c'est je regarde la valeur de ma fonction en un point et je vais juste me comparer à mes voisins et je vais me rappeler et je vais me rapprocher de leur moyenne à eux. Donc on a dit, imaginons que donc au début, comment j'initialise mon champ vecteur initial, ils sont tous à 0 sauf les sources où je connais leur valeur. Et du coup, si je me place à cet endroit-là, et que du coup, au début, il est nul, ce vecteur-là est nul, et donc quand il va se comparer à ses voisins, il va voir que le seul voisin qui existe, c'est lui. Et donc, comme on l'a dit qu'en plus, le Laplacien de connexion, avant de juste se comparer, il transportait le vecteur qui vivait sur ce vertex-là ici, il va d'abord transporter, donc comme ça, il se compare, il voit que lui, il est nul et que lui, il vaut quelque chose, donc il va juste se rapprocher de la valeur de ce vecteur-là. Donc on voit bien que déjà, localement, autour des sources, on a bien cet aspect de transport. C'est justement parce qu'on sert d'un Laplacien qui lui-même incorpore l'idée qu'on transporte les vecteurs avant de comparer. Et ensuite, quand on est à l'intersection de plusieurs champs de vecteurs, comme on a dit que justement le Laplacien, ça avait des propriétés de moyennage local, ça va bien faire la moyenne, en gros, des champs de vecteurs qu'on aurait obtenus séparément. Donc on voit bien qu'en fait, c'est vraiment le Laplacien qui encode toutes les propriétés génériques dont on a besoin pour ce type d'usage. D'accord. Et donc, si on récapitule, c'est un algorithme qui est vraiment hyper simple, parce qu'au final, c'est juste résoudre 3 petits systèmes linéaires, qui sont hyper creux. Bon, alors, la matrice du Laplacien de connexion, elle peut être super grosse, mais comme elle est très sparse, en fait, ça va très vite. Donc, on voit que, au moins pour les applications graphiques, c'est super efficace. C'est out of the box, d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre matrice de Laplacien de connexion, ça va tout de suite. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini d'implémenter dans le papier qui donnait un Laplacien pour les maillages polygonaux. Et vous voyez que là, notre lapin, c'est un maillage avec des faces carrées. Et donc, du coup, j'ai pu me servir directement du Laplacien que j'avais implémenté du papier directement
dès que la matrice était bien construite, j'ai pu directement coder ça, et vraiment, le code pour ça, ça prend quelques secondes. D'accord, enfin, c'est plutôt quelques lignes. D'accord, donc ça va vraiment super vite, il n'y a aucune difficulté algorithmique, et on voit qu'on a d'abord mené une réflexion purement mathématique géométrique, et on a pu transmettre ça dans un algorithme, donc ce qui fait, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment hyper élégant, et ça a vraiment toutes les bonnes propriétés auxquelles on s'attend. Bon, donc ça, c'est le premier algorithme dont je voulais vous parler, et le deuxième, donc c'est le design de connexion. On a dit qu'on avait un moyen de connecter, de faire passer un vecteur d'un espace tangent à un autre. Et donc, en fait, une autre idée qu'on pourrait avoir, c'est simplement partir d'un vecteur et juste le faire passer à toutes les faces, une par la connexion, et ce qui va au final générer bien un champ de vecteurs partout sur notre surface. Enfin, c'est bien ce qu'on veut. D'accord, mais le problème, c'est qu'on a vu que la connexion de Levi-Civita, donc celle qui était la plus naturelle à premier abord, elle dépendait du chemin emprunté. D'accord, si on se rappelle du déplacement sur la sphère, on voyait bien que la connexion de Levi-Civita, elle a impacté nos vecteurs. Et donc, si on a un champ de vecteurs qui dépend de l'ordre dans lequel on parcourt nos faces, c'est problématique. On veut que notre algorithme il soit déterministe, sauf que si on fait ça comme ça ne va pas marcher. Donc, du coup, on veut trouver des connexions telles que le résultat soit indépendant de l'ordre dans lequel je parcours mes faces. OK ? Donc, la question qui est importante pour ça, c'est la notion d'holonomie. D'accord ? Donc, l'holonomie, c'est juste comparer mon vecteur avant en transport autour d'une boucle et après. D'accord ? On a dit que la connexion de Levi-Civita, on avait, mais ce n'est pas le cas de toutes les connexions. Comme on a vu qu'à la fin d'une connexion, on pouvait rajouter une rotation, en fait, il y en a certaines qui par la petite rotation qu'elles induisent à la fin, vont en fait corriger globalement l'orientation du vecteur pour qu'on ait bien la même chose du début à la fin. Enfin, qu'on connaît bien la même chose au début et à la fin. D'accord ? Donc, une connexion qui n'a pas d'holonomie, c'est-à-dire qui est telle que le vecteur qu'on a au début, c'est le même qu'à la fin, on dit qu'elle est triviale. C'est pour ça que l'algorithme il parle de connexion triviale, c'est parce qu'on a besoin de ces connexions triviales pour pouvoir générer partout un champ de vecteur qui soit bien unique. D'accord ? Et donc, une petite devinette sympatoche, pourquoi est-ce que le transport par une connexion triviale est indépendant du chemin choisi? D'accord ? Pourquoi ? Enfin, c'est quoi le lien entre le fait que quand je parcours une boucle, je reviens à mon même vecteur initial, et le fait que, du coup, quand je transporte par un chemin quelconque, c'est indépendant, j'aurai le même résultat que je prenne par un chemin 1 ou un chemin 2. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. On se fait un petit truc logique, hein, ça pas vraiment. C'est juste que c'est rigolo d'y penser. Personne qui veut le dire. Enfin, c'est un truc tout con. Hein, mais... enfin, c'est juste qu'il faut avoir l'idée de l'argument, quoi. C'est quoi le fait entre quand on fait une boucle, j'ai la même chose au début et à la fin, et du coup, ça ne dépend pas du chemin que je choisis entre deux trucs. Comment ? C'est ça en gros, c'est ça. C'est que si j'ai un vecteur d'un point A et que je vais aller au point B, je peux emprunter un premier chemin, donc à la fin j'aurai un vecteur V'. Ensuite, disons que je reviens à mon chemin 1 à mon point A par un autre chemin. Bah, du coup, comme je fais une boucle ABA, j'ai forcément le même vecteur du début à la fin, enfin, entre avant et après la boucle. Et ensuite, si je retourne à B, bah, comme j'aurais encore fait une boucle BAB, et ben, en fait, j'aurais à nouveau fait une boucle. Et donc, on a bien que quand je vais de A à B par le chemin 1 ou par le chemin 3, j'ai bien le même vecteur V' à la fin, et ce qui fait que du coup, comme on a pris les chemins 1 et 3 quelconques, bah, du coup, ça montre bien que la connexion, que quand on a un variant par boucle, ça montre aussi qu'on a un variant par chemin. D'accord ? Donc voilà, donc on a dit, maintenant ce qu'il faut, c'est trouver ces connexions triviales. D'accord ? C'est pas, ça va dépendre du maillage, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver les angles de rotation à la fin, tels que ça va compenser toutes les petites rotations induites par le transport, et qui va à la fin générer une connexion triviale. Donc, en réalité, la courbure de Gauss, la déformation induite sur les vecteurs pendant le transport par la connexion de Levi-Civita, elle est proportionnelle à la courbure de Gauss. Donc, la courbure de Gauss, littéralement, ça mesure à quel point est-ce que notre maillage, il échoue à être un maillage plat. D'accord ? Si on regarde un maillage plat, déjà, ça, c'est quelque chose, c'est un truc sympa, c'est que si on regarde sur un espace plat, et ben, la connexion de Levi-Civita, c'est juste, on peut juste bouger nos vecteurs comme ça ne les change pas, peu importe le chemin. Quand on est plat, la connexion de Levi-Civita, c'est juste bouger nos vecteurs dans R2. Voilà, ça n'a aucun effet. D'accord ? Mais pourtant, imaginez que vous ajoutez un petit POC sur votre surface. Et bah, déjà, avant, quand on avait la somme des angles incidents autour d'un point, et bah, ça faisait forcément 2π. Mais comme on ajoute de la courbure, et bah, en fait, cette somme ne va plus faire 2π. Et c'est ça qu'on mesure, en gros, pour calculer une forme de courbure. Il y a aussi d'autres formes de courbure, mais il se trouve qu'ici, c'est celle-là qui est adaptée. Et donc, nous, ce qu'on va chercher, alors sans rentrer dans les détails de ce que ce système linéaire-là signifie, mais déjà, on voit que l'algorithme, il revient aussi à résoudre un système linéaire
qui est également très simple. Et en gros, cette fois-ci, l'inconnu, c'est les angles de rotation qu'on a quand on passe d'une face à l'autre. Donc, en fait, on regarde l'angle entre chaque arête de ma connexion. D'accord c'est la même chose de dire je m'intéresse à l'angle qu'il y a pour passer entre l'arête I et J que de juste dire je vais stocker mes angles dans les arêtes. D'accord dans l'arête qu'il y a entre la face I et J. Okay, et donc, c'est résoudre ce système linéaire-là. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que comme on sait que si j'applique ma connexion sans faire de rotation à la fin, je vais en gros me prendre K dans la tête, et ben, je veux que les angles à la fin, ils compensent, ils fassent moins K pour qu'en soi, ça fasse 0. Bon, c'est un truc avec les mains, mais ça a un sens qui est clair dans le papier et dans le cours qui donne aussi. Et donc, voilà. Si on résout ce système linéaire-là, on va voir qu'on a bien une connexion triviale à premier abord. Donc, si je regarde... Alors, donc là, hop, on voit, je prends un maillage qui en fait n'est pas quelconque. Je peux imposer un vecteur initial, en fait, on s'en fiche de savoir lequel c'est, et je suis capable de générer ensuite, juste en passant d'une face à l'autre, tous mes vecteurs. D'accord ? Et donc, déjà, il y a un truc qui ne se voit pas là, mais qui est hyper important, c'est qu'on a dit l'ordre dans lequel je parcours mes faces n'importe pas. Donc, c'est-à-dire que là, je l'ai codé avec un DFS, mais j'aurais pu le coder avec un BFS, j'aurais eu exactement le même résultat. D'accord ? Et donc, ça déjà, c'est super cool parce que ça veut dire que, pareil, on n'a pas trop de questions algorithmiques à se poser. Et par ailleurs, comme tout dépend du vecteur initial, et ben, si je fais tourner mon vecteur initial, on voit bien que du coup, ça va affecter partout tout mon champ de vecteurs. Donc là, on est super content, on dit, bon, bah, ça y est, trop fort et tout. Mais en fait, si je prends un autre maillage, par exemple une vache, et ben là, on voit que ça ne marche plus. D'accord ? Donc là, je pense que vous avez l'intuition, mais pour rester classe, la différence fondamentale entre une vache et un tord, c'est le nombre de trous. D'accord ? Et donc, on va voir qu'il y a un lien entre notre problème et le nombre de trous de notre surface. Le lien, il se fait par, pour moi, un des tout plus beaux théorèmes de maths, c'est le théorème de Gauss-Bonnet, qui en fait relie l'intégral de la courbure à la caractéristique de l'air de la surface. Donc la caractéristique de l'air, elle est donnée par cette formule, où G, c'est le nombre de trous. C'est le genre de notre surface. Et pourquoi est-ce que je dis que cette formule, je la trouve incroyable ? C'est simplement parce qu'à gauche, on a l'intégral de la courbure, donc c'est une question qui est uniquement géométrique, et à droite, on a le nombre de trous de notre surface. Donc ça veut dire qu'en fait, ce théorème-là, il relie quelque chose qui est purement géométrique et quelque chose qui est purement topologique. Donc c'est absolument incroyable qu'on ait ce genre de lien entre les objets qui ont à première vue aucun rapport. Et par exemple, ça nous dit que si on prend notre surface quelconque et que je rajoute un POC dessus, que je la déforme, tant que je ne crée pas de trou, et bah, comme on sait que l'intérêt de la courbure, elle doit rester constante comme je n'ai pas créé de trou, et bah, ça veut dire que si j'ajoute un POC sur une surface, et bah, la courbure de Gauss induite par la déformation, elle doit forcément s'annuler parce que le membre de droite n'a pas changé. D'accord ? Et donc en fait, pour vraiment annuler l'holonomie, il faut qu'on respecte Gauss-Bonnet. Et donc, ça se traduit par le fait d'ajouter un terme dans l'ordre même de droite, dans les angles à la fin, parce qu'en gros, ce que ça va nous permettre de faire ensuite, c'est de dire, je veux qu'à tel sommet, je veux plus, parce que du coup, on sait que c'est plus possible qu'on ait vraiment de l'holonomie, qu'on puisse annuler tout le temps de l'holonomie, peu importe le chemin, peu importe la surface. Donc, on sait qu'il y aura forcément des singularités par cette formule. Là, pareil, ça servirait à rien de rentrer dans les détails, mais la conséquence pratique de ça, c'est que ça nous permet en fait d'avoir un contrôle super fin sur les singularités de notre vecteur, de nos champs de vecteurs en fait. Par exemple, j'ai pris une tête parce que justement ça illustre bien l'idée que par exemple si on veut générer des cheveux, alors on a dit, par exemple il y a un truc qui est très commun, on sait que sur une tête humaine, en gros, il y a toujours un endroit sur nos cheveux où il y a une petite rotation de cheveux. Voilà, c'est des cheveux qui tournent, quoi. Et en gros, ce vecteur Z-là, je peux dire, je veux qu'à tel sommet, je veux avoir tel nombre de rotations autour de ce sommet-là. D'accord ? Donc, je dis, je veux qu'autour de ce sommet-là, j'ai une rotation de vecteur. Et sauf que du coup, on a dit qu'il fallait que la somme des trucs fassent bien la caractéristique de l'air. Ici, comme ma surface n'a pas de trou, il faut que la somme fasse 2. Et donc, ça veut dire que j'ai un endroit ici où j'ai un tour et un autre endroit, bon, lui, on s'en fout, mais il faut bien que la somme fasse 2. Et donc, un truc qui montre bien que c'est vraiment hyper important pour vraiment corriger globalement de notre connexion, c'est que si je dis en fait ici, je veux plus qu'il y ait un tour, mais 2, et bien en fait là ça casse tout, parce que justement, comme la somme n'est plus égale à 2 mais à 3, ça respecte plus Gauss-Bonnet, et donc il faut forcément que j'annule
la singularité ailleurs, pour que cette fois-ci j'ai bien 2 tours autour de ce sommet-là. Mais en fait, on peut même prendre, c'est un peu plus dur à interpréter géométriquement, mais en gros, on peut même demander à avoir un nombre de tours négatif. D'accord. Mais en fait, on voit que c'est plutôt des patterns hyperboliques qui apparaissent. Et voilà. Pareil pour le nombre de tours qui n'est pas un nombre entier, c'est de plus en plus dur de comprendre ce que ça veut dire. Mais en gros, il faut juste comprendre que par la connexion, on peut spécifier autour de tel sommet, je veux qu'il y ait tel nombre de tours, etc. Donc on voit que si on récapitule, c'est un algorithme qui est encore moins coûteux, d'accord. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est juste un seul système linéaire à résoudre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais hein, c'est un système qui est sous-déterminé, d'accord. La matrice des 0 étoiles, elle est plus large que haute, donc ça veut dire qu'on a une infinité de solutions, et donc celle qu'on va prendre par défaut, c'est celle qui est la plus proche de Levi-Civita, parce qu'on a dit que Levi-Civita, graphiquement, c'était celle qui déformait les moins les vecteurs, et donc c'est juste comme la connexion de Levi-Civita phi, c'est 0 partout, ben, on va juste prendre celui qui a la norme la plus petite. Donc on veut que la somme de que la, bon, enfin voilà, si la norme est la plus petite, on sait que c'est celle qui est la plus proche de 0. Et donc c'est celle qui va nous donner ce genre de résultat graphique. Et donc voilà, c'est juste résoudre un système là qui est vraiment pas énorme. Et donc ça n'a pas exactement la même utilité que la vectoric méthode, parce que là on peut juste imposer un vecteur initial, et ensuite par contre ça nous permet d'avoir un contrôle qui est hyper fin, parce qu'on peut dire je veux qu'à cet endroit-là j'ai tel nombre de tours autour de mon sommet, etc. Et par exemple si on devait générer je sais pas, supposons que ça ce soit la Terre et qu'on veuille modéliser, je sais pas, des tempêtes, et ben effectivement on aurait bien le fait qu'on ait ici une tornade là, un autre truc là, etc. Donc c'est pas la même application, mais c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire d'abord avoir une réflexion géométrique, qu'on réussit à transmettre ça dans un algorithme, et pareil, ça vraiment c'est super simple à coder, etc. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je sais pas si... Oui. Alors dans ton appréciation de vecteur, ouais. Tu avais besoin d'une connexion. Bah, en fait, implicitement, c'était là comme hop, ici, la connexion qu'on utilise, c'est la connexion de Levi-Civita, en fait. Par défaut, c'est parce que... D'accord. Et du coup, elle est donnée explicitement. Tu as besoin de résoudre des systèmes linéaires. C'est ça, c'est ça. Bah, pour la connexion de Levi-Civita, en fait, il faut juste trouver, quand on passe d'une face à l'autre, il faut juste trouver la plus petite rotation entre la normale de ce plan tangent-là et celle-là. Et donc, en fait, c'est juste trouver une matrice 3-3, mais il y a des formules closes pour ça, et c'est juste par face, quoi. Donc, tu pourrais utiliser la connexion que ouais. Ouais, j'y ai pensé, je l'ai pas codé, mais effectivement, je ne sais pas quel type de résultat on aurait avec des connexions différentes, surtout si elles n'étaient pas la même partout. Mais ça pourrait donner des trucs intéressants. Je sais pas. Si c'est la même connexion, mais si en plus par sommet on a un angle de rotation à la fin qui est différent, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Peut-être que voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai peur d'avoir parlé trop vite, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est issu des deux papiers. Hop, voilà. Les deux papiers là. La vectoric méthode et les connexions. Et tu t'en sers directement. Alors non, justement, moi c'était trouver des opérateurs différentiels sur des maillages polygonaux quelconques, mais ça a été des applications en fait, surtout la vectoric méthode, comme j'ai expliqué, dès que j'ai pu trouver un Laplacien, dès que j'avais fini de coder le Laplacien de connexion pour les maillages polygonaux classiques, la première chose que j'ai fait, c'est coder la vectoric méthode, parce que justement c'est un exemple super simple d'utilisation du Laplacien. Comment ? Pas des choses à cheveux. Pas encore. Voilà. J'ai un peu vu sur le traversant de vecteur I, le temps de la deuxième sur la filiale, il y a un contrôle, peut-être même une contrainte forte, singularité, c'est pas très précis, c'est pas très article, etc. Et après, tu trouves la connexion triviale et des trucs. Après, côté vecteur X, c'est un peu le contraire. C'est effectivement, tu peux utiliser, sachant, enfin, tu fais la chaleur parce que tu sais que le noyau de la chaleur va capturer le transport de l'électricité. Mais il y a ce qui discutait, je ne me rappelle plus bien, de singularité issue
des champs vectoriels. Bah, On ne peut pas en dire grand-chose parce que c'est pas fonctionnement. Peut-être si on a 3 vecteurs qui viennent comme ça, peut-être qu'on aura un truc nul au milieu. Qui viennent dans des directions opposées ou même comme ça. Au milieu, peut-être une singularité nulle. Et des singularités du même type que là-bas, je ne sais pas. Ça me semble. On peut observer localement des champs qui vont diverger. Un truc un peu chelou, mais à part numériquement, il y a rien qui paraît caractérisé si ça me. Regardez les géodésiques et comment elles varient quand tu changeais de connexion. J'ai pas regardé, non, mais effectivement, parce que. Ça peut être pas mal d'avoir un ensemble de points des géodésiques entre les paramètres. Et puis après, de faire le contrôle des différentes singularités. Je sais pas si. Comment les Ça ne va pas être super simple parce que déjà, il y a des algos assez poussés pour la connexion des Vichy-Vita parce que ce qui est dur, c'est de trouver le chemin. Et du coup, je me dis, si en plus le truc qui change, je sais pas, ça doit peut-être pouvoir se faire. Ouais. Donc, je vais mettre les slides sur le Slack pour que si jamais vous voulez reprendre ça sans avoir quelqu'un qui parle à 3000 à l'heure. Mais Pas d'autres questions? Pour quand tu étais sur les voxels, du coup, la connexion de Vichy-Vita sur les voxels, ça ne cherche pas à glisser la surface. Quand vraiment, ça transporte un vecteur vertical par un horizontal, vertical, horizontal. Il n'y a pas une estimation métrique plus fine que. Pour les voxels particulièrement, je me suis pas. J'ai pas eu de. C'était sur les voxels quand tu faisais en fait, du coup, mais du coup, c'était plus par le Laplacien directement. Et donc, en soi, si on passait pas par le Laplacien, effectivement, on pourrait aussi utiliser des géodésiques. Mais là du coup, on se passe de la notion de géodésique en utilisant directement le Laplacien. Le Laplacien, il utilisait la connexion des Vichy-Vita qui utilise la métrique directement sur. Tu as cherché à faire une estimation de métrique qui lisse sur la surface du Lune. Non, mais effectivement, je pense que. En fait. Il y en a une dans l'approche qui, avec les estimations normales qui sont sur ton tangent et faire le calcul sur ce cas. Donc c'est utilisé. Là, dans les résultats, je ne sais pas, je pense pas que tu les utilisé dans ce cadre-là. Les champs de vecteurs que tu obtiens, c'est ceux qui sont vraiment transportés sur. Ouais, mais quand tu fais la chaleur, ça va glisser. Les champs tangents sont ceux qui sont supportés par les faces. D'accord. Mais dans le framework, il intègre ça, il y a la projet de tangent par une externe, et de faire sur un truc un peu plus fin, et puis capture un peu de métrique et des faces. You're good. Super, merci d'être venu. Merci. Ah, il y a peut-être une question. Bon. Ah, merci. Non, il y a un applaudissement du jour dernier. Merci. Avec le chat, Si tu es là, la semaine prochaine, il n'y a personne.